OK, bonjour tout le monde. Je m'appelle Blair Elliott et je suis associée aux communications et aux événements de l'Institut d'études canadiennes de McGill. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à notre webinaire Le soin de longue durée sous la loupe. Nous organisons cet événement aujourd'hui en partenariat avec le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. CREGES réunit des chercheurs, praticiennes, étudiants et collaborateurs du milieu de pratique autour d'une même mission: améliorer les services et les pratiques professionnelles auprès des personnes âgées. Cette mission repose sur le développement de la recherche sociale, l'élaboration, l'expérimentation et la validation des pratiques de pointe, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux, ainsi que des activités d'enseignement et de transfert des connaissances. Ce webinaire fait suite à l'article coécrit par Patrick Marrier et Daniel Bellon dans Options politiques intitulé Le soin de longue durée sous la loupe, que vous pouvez lire sans frais en ligne maintenant. Patrick et Daniel, les deux auteurs de cet article, ainsi que membres de CREGES, nous joignent aujourd'hui pour discuter ensemble du sujet et répondre à vos questions. Nous vous signalons que ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne après l'événement. Nous vous invitons toutes et tous de poser vos questions en tout temps pendant le webinaire par le champ Q&A. Maintenant, je voudrais vous présenter Daniel Bellon, directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill et professeur James McGill au département des sciences politiques de l'Université McGill. Daniel, c'est à vous. Merci beaucoup, Blair. Merci à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez, normalement, à notre institut, on fait des événements en anglais ou bilingue. C'est très rare qu'on fait des événements en français, mais compte tenu de l'envergure de la crise du COVID-19 et évidemment en lien avec la question des soins de longue durée, on a pensé de faire 2 webinaires. Donc hier, on en avait un en anglais. Et aujourd'hui, un en français. Et l'invité, c'est évidemment Patrick Marrier. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment faire procéder sous la forme vraiment d'une interview. Et donc, je vais poser des questions à Patrick. Je vais parfois aussi discuter avec lui de certains enjeux. Mais aujourd'hui, je me transforme un peu en journaliste. Je vais essayer de l'interviewer correctement. Donc, Patrick Marrier est professeur au département des sciences politiques à l'Université Concordia, directeur scientifique au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, CREGES pour les intimes, et chercheur responsable à l'équipe VIE. VIE, ça signifie un autre acronyme, Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité. Et bonjour Patrick, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis plus de 15 ans. On ne cachera pas ça aux gens, là. On ne fera pas semblant qu'on est des étrangers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu davantage sur le CREGES et l'équipe VIE, pour commencer? Oui, merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents pour ce webinaire, sachant fort bien que plusieurs alternatives alléchantes en cette belle journée du mois de juin. Je vais commencer peut-être par partager la publication récente que nous avons fait en collaboration, qui a été publiée en français sur les presses de l'Université Laval, justement les vieillissements sous la loupe. C'est un peu un clin d'œil, le titre de notre contribution à Options politiques, et la version anglaise qui sera publiée sous peu cet automne. Donc, le CREGES est ce qu'on appelle un centre affilié universitaire qui est, nous sommes carrément dans le CLSC René Cassin, à côté de l'unité des services SAPA, donc soutien à l'autonomie des personnes âgées. Et donc, ce qui fait en sorte qu'on travaille étroitement avec la pratique pour améliorer la recherche et puis aussi pour faciliter ou améliorer les pratiques par notre recherche, ce qui fait en sorte que tous les gens vraiment qui sont impliqués dans le CREGES ont un peu cette mission-là à cœur. Donc, nous sommes actuellement 24 chercheurs réguliers de 7 universités différentes, provenant de 15 disciplines de sciences sociales. Et puis, nous avons aussi des domaines d'expertise, comme l'a souligné Blair.
dont un pour contrer la maltraitance, un autre sur les vieillissements inclusifs, diversité, santé et bien-être, une autre sur l'approche aidante, et puis un autre sur les soins palliatifs. D'ailleurs, c'est le CREGES, c'est des chercheurs au CREGES qui ont collaboré étroitement avec le ministère pour faire tout le travail de fond dans le cadre de la nouvelle politique sur l'approche aidante. L'équipe Vie, elle, se distingue parce qu'on travaille vraiment auprès des populations aînées qui sont marginalisées. Donc, c'est aussi une équipe d'une douzaine de chercheurs. C'est ce qu'on appelle OFQRSC, c'est une équipe en partenariat. Je te repasse la parole, Daniel. Oui, ben, je vais te poser des questions. Je suis là pour ça, d'autres questions. On parle de soins de longue durée et c'est le sujet de la discussion aujourd'hui, mais il y a plusieurs définitions qui circulent dans la littérature. Même, ça varie un peu les termes qu'on utilise, la terminologie d'une province à l'autre ici au Canada. Donc, c'est quoi les soins de longue durée, en gros? Oui, merci. Essentiellement, dans les soins de longue durée, je regarde 2 petits instants, je change mes notes. Au bout du compte, on parle d'une panoplie de soutiens et services qui visent à fournir une assistance aux individus sur une longue période de temps. Ça, c'est vraiment la clé. Donc, ça se distingue des interventions aiguës qui visent avant tout à guérir ou à restaurer sa santé. Puis aussi, l'élément longue période de temps, c'est pour vraiment aussi bien distinguer de la réhabilitation, ou qui est normalement plus une intervention axée dans une courte période de temps. Puis quand on parle de soins de longue durée en CHSLD, comme c'était le cas de l'article, ça repose vraiment sur 3 piliers. Le premier étant l'hébergement, le deuxième étant les services d'hospitalité et le troisième sont les services de santé. Et puis, c'est certain que selon les débats politiques et puis les débats de réforme qu'on attend souvent, c'est souvent ces 3 éléments-là qui sont juxtaposés les uns contre les autres. Je me souviens, par exemple, d'une conférence en gérontologie culturelle où ce qu'on avait vraiment poussé l'accent, il y avait une compagnie au Texas qui avait vraiment décidé que les CHSLD allaient être transformés en hôtels. Donc, on avait embauché presque exclusivement des gens qui provenaient de l'industrie hôtelière. Puis finalement, on s'est rendu compte que là, on était poussé l'enveloppe un peu trop du côté de l'hospitalité. Mais tout ça pour souligner et illustrer que c'est quand même pas de tout repos d'essayer de trouver le bon équilibre entre ces 3 éléments, d'autant plus qu'on doit accommoder plusieurs personnes au sein des mêmes établissements. Donc, soins de longue durée, il y a des variations importantes entre les provinces et les territoires sur la façon dont ces soins-là sont vraiment mis en œuvre, mais il y a aussi des variations internationales très importantes. Donc, peut-être on va commencer au niveau super macro, d'essayer de comprendre, de comparer le Canada avec les autres pays riches, les autres pays économiquement avancés. Donc, comment on se compare, le Canada, avec les autres pays de l'OCDE, par exemple? Oui. Qu'est-ce qui distingue vraiment le Canada? C'est le fait qu'on est vraiment dans une optique où on n'est vraiment pas parmi les plus généreux des pays industrialisés. Donc, si on regarde au point de vue portrait global, de dépenses en soins de longue durée en pourcentage du PIB, le Canada se retrouve plus vers la droite. Ceci étant dit, je veux rappeler aux gens que l'OCDE a quand même cru avec beaucoup de nouveaux membres au cours des dernières années, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être plus au milieu. Mais si on regarde les pays à droite, dans plusieurs de ces cas, on parle des anciens pays de l'Est, mais on retrouve aussi des pays où, finalement, au point de vue d'État-providence, on ne dépense pas beaucoup, comme les États-Unis et l'Espagne. Ceci étant dit, on est quand même assez loin des autres pays comme les pays scandinaves ou le Pays-Bas, qui dépensent finalement en proportion du PIB plus que le double que nous. Mais l'autre élément qui distingue beaucoup le Canada dans les comparaisons internationales, c'est le premier graphique ici en haut, c'est le fait que finalement, on a encore une approche qui est très institutionnalisée. Hein? Donc, entre 80 et 82 de nos dépenses de soins de longue durée au Canada sont en CHSLD, c'est quand même assez unique. Là.
surtout ce que tout le monde a entrepris un virage beaucoup plus orienté vers les soins à domicile. Je vais revenir un peu plus tard. Mais quand on regarde vraiment la proportion de nos efforts budgétaires pour les soins à domicile, c'est quand même très, très, très marginal, surtout si on met ça dans une perspective comparée. L'autre élément qui ressort du fait qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent en soins de longue durée relativement aux autres pays et le fait que c'est très institutionnalisé, c'est en dépit du fait qu'on a une approche très institutionnalisée, c'est le fait que si on regarde ici, c'est que la proportion des gens de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de longue durée, en général, on est quand même très, très bas vis-à-vis des autres pays. Donc, les deux ensemble font en sorte que ça dénote quand même une particularité du Canada où ce que, surtout dans le contexte actuel, hein, où on met vraiment l'emphase sur les carences des CHSLD, mais ça demeure la priorité budgétaire de nos soins de longue durée. Là. Ce qui fait en sorte qu'on a tendance à oublier les soins à domicile, mais en réalité, il y a beaucoup de chemin à faire aussi de ce côté-là. Oui, ça c'est important, on va y revenir. Je pense que c'est une chose dont on discute dans l'article et aussi, je pense que quand on parle de l'accent sur les soins à longue durée, comme dans d'autres domaines, il y a des variations importantes d'une province à l'autre ici au Canada. Donc, on va maintenant parler un peu du portrait global, si on veut, des soins de longue durée au Canada. Donc, on comparait le Canada avec d'autres pays de l'OCDE. Là, on va essayer peut-être de comparer un peu, Patrick, si tu pourrais nous donner quelques informations sur les différences importantes entre les provinces en matière de soins de longue durée, y compris les soins à domicile. Oui, bien, le premier élément qui est important à mentionner, c'est le fait que les soins de longue durée représentent un service complémentaire dans la loi canadienne sur la santé. Donc, tu fais en sorte que dans les politiques de santé, on a souvent tendance à dire qu'on a 13 systèmes différents, même si on a un cadre pan-canadien qui est similaire. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, tu fais en sorte que ces différences sont beaucoup plus éclatées, beaucoup plus notables que dans le cas de la santé. En étant comme un service complémentaire à la loi canadienne de la santé, cela a comme effet qu'il n'y a pas d'obligation pour les provinces. Ceci étant dit, il y a des systèmes pan-canadiens, par exemple, d'agrément qui sont utilisés. Il y a certains standards qui se sont fédéralisés, dans le fond, sans qu'il y ait des obligations de le faire. Puis aussi, c'est important de souligner à quel point les soins de longue durée sont marginalisés même en santé. Un des éléments, pour moi, qui est très révélateur, c'est que les soins de longue durée n'ont pas fait l'objet d'études lors d'aucune des grandes commissions fédérales sur la santé, dont la commission Romano, par exemple. Donc, on se retrouve aussi dans un système de soins de longue durée qui a un fort ancrage hospitalier. Donc, d'une certaine façon, de la manière de visualiser le tout, hein, c'est vraiment des soins de longue durée qui font face à une force centrifuge hein, dans un système vraiment qui priorise les milieux hospitaliers et les services médicaux. Puis ça se dévoile sur plusieurs niveaux. Donc, par exemple, si on regarde les spécialisations, la médecine, la gériatrie, une place quand même assez marginale. Puis si on compare le Canada, c'est encore beaucoup plus marginalisé que dans d'autres pays dans le monde. Puis aussi, une autre conséquence pour nous en tant que spécialistes en politique publique, où ce qu'on le voit aussi de façon très éclatante, c'était justement dans toutes les compressions budgétaires qui ont été faites après 2008. Hein, parce que dans bien des cas, quand on a recommencé à refinancer, à ajouter du financement en santé, on voit que dans les soins de longue durée, ça a été une progression plus lente dans plusieurs provinces que finalement le système de santé, même si les besoins étaient beaucoup plus importants en soins de longue durée. Sur ça, je peux vous montrer une belle petite diapositive concernant le nombre de places en CHSLD au Québec, parce qu'on voit que finalement, dans la période de 2010 à 2017, dans un contexte de population vieillissante, on a coupé le nombre de lits vraiment en CHSLD. Donc, c'est tous des éléments aussi qui ressortent beaucoup plus fort dans le cadre de la pandémie. Mais c'est pas vraiment, c'est des enjeux de longue date là, qu'on a pu voir aujourd'hui.
Oui, la petite diapo, est-ce que tu l'as montrée? Ah, pardon, je pense. Ah, vous ne l'avez pas vu? Tu as dit qu'elle était belle, puis après ça, tu la caches. C'est pas gentil, ça. Ah, vraiment désolé. Je croyais que Mais j'avais quand même pendant que tu la cherches, Patrick, Oui. est-ce que donc la crise COVID-19, est-ce que ça opère ah ben là, un bel oui, c'est beau ça, de la nature. Oui. Ah, ben là, ça commence à avancer là. Oui, on le voit en partie sur ton écran. OK. Bon, Euh, j'ai partagé le mauvais élément de l'écran Rien d'embarrassant, seulement la nature, hein, une belle devant la photo. nature. Voilà. Donc, est-ce que tu peux commenter un peu là-dessus, Patrick, sur l'image? Oui, bien c'est ça. Donc, on voit, ça, c'est tiré d'un rapport du commissaire à la santé et au bien-être, hein, où on voit qu'il y a une diminution du nombre de places en CHSLD. Ce n'est pas unique aussi au Québec. En Colombie-Britannique, il y a eu une faible croissance, mais si on compare ça par le taux de personnes âgées de 75 ans et plus, c'est vraiment une réduction de 12 dans les services. Donc, le Québec et la Colombie-Britannique se sont démarqués du fait qu'il y a eu des rapports quand même très, très critiques, très durs à l'interne, hein, soit du commissaire à la santé au bien-être, prédateur du citoyen, mais aussi du vérificateur général. Donc, presque toutes les provinces, finalement, où il y a eu des évaluations internes de cette façon, les rapports ont été quand même assez critiques vers le gouvernement, ou dans plusieurs cas, on dénote vraiment un gouffre assez important entre les intentions des politiques et puis ce qui se fait sur le terrain. Oui, mais Patrick, pour être clair ici, donc, on voit très bien le graphique entre 2010 et 2015, déclin du nombre de places en CHSLD au Québec. Mais ça, est-ce que ça a été, on a compensé pour ça en partie par des investissements supérieurs dans les soins à domicile ou pas? Parce que ça changerait la nature de cette réalité-là, hein, l'interprétation. Oui. Mais si on regarde dans les budgets, il n'y a pas vraiment eu de changement. Là. Donc, puis si on regarde aussi sur ce qui s'est fait sur les terrains et les rapports qui ont été très, très critiques, il n'y a vraiment rien qui suggère qu'il y a eu finalement, qu'on a finalement réinvesti plus en soins à domicile pour compenser ce qui se fait moins en CHSLD. Ça, c'est important, Patrick. Merci de le spécifier. La crise, donc, actuelle, vraiment pousser cette question-là des soins longue durée vraiment vers le centre de l'agenda en matière de politique publique, surtout de politique sociale. On en parle beaucoup. C'est un révélateur de problèmes qui existaient auparavant, hein, évidemment. Et dans ce contexte-là, où on parle beaucoup de soins de longue durée, il y a des gens qui en appellent à un rôle plus important du gouvernement fédéral. Donc, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur le rôle du gouvernement fédéral en matière de financement dans le domaine des soins de longue durée et aussi des propositions qui ont été mises de l'avant récemment, qui ont causé un peu de bisbille aussi ou un peu de mécontentement de la part notamment de M. François Legault, le premier ministre du Québec. Donc, est-ce que tu nous pourrais parler un peu du rôle du gouvernement fédéral et en tant qu'enjeu du débat actuel sur le financement des soins de longue durée au Canada? Oui. D'abord, il y a eu une époque où le gouvernement fédéral avait un petit financement qui était un peu séparé, soins longue durée versus santé, mais tout ça, ça s'est, je pense, mis fin au début des années 80. Donc, tout ce qui est vraiment soins longue durée fait partie de l'enveloppe fédérale de transfert en ce qui concerne la santé. Donc, les provinces peuvent l'utiliser comme qu'ils veulent, d'autant plus qu'il n'y a pas de barrière pour les soins de longue durée. Hein. Donc, ceci étant dit, si on regarde ce qui se fait dans l'ensemble des provinces, il n'y a pas chaque province fait un peu à son gré, dans bien des niveaux. L'enjeu maintenant, justement suite à la COVID-19, a été le fait que maintenant, il y a une volonté quand même très, très forte pour accentuer le rôle du gouvernement fédéral. Et dans bien des cas, surtout dans les provinces anglophones, fait en sorte qu'on espère que le gouvernement fédéral va mieux encadrer les soins de longue durée, donc donner plus d'argent, mais aussi offrir une réglementation ou des principes de base qui vont devoir être suivis par les provinces. Donc, tout ça a mené un lever de bouclier classique
au Canada, où ce que finalement on critique le gouvernement fédéral de vouloir s'immiscer dans les compétences provinciales. Mais au-delà de ça, c'est important aussi de souligner que les systèmes sont tellement différents que c'est très, très, très difficile d'offrir une solution pan-canadienne ou à moins d'avoir justement des critères ou des principes qui soient quand même très larges et très flexibles. Mais c'est certain que déjà, même en 2017, le gouvernement fédéral avait négocié un peu plus d'argent pour ajouter un peu plus de budget dans les soins à domicile. Ça avait été très, très, très ardu. Et puis, le Québec avait d'ailleurs négocié une entente où finalement on donnait l'argent, mais sans nécessairement reconnaître que le gouvernement fédéral avait un droit de regard. Merci. Mais aussi, oui, ouais, je te pourrais ajouter un autre élément que j'ai oublié aussi. Et ça, depuis très longtemps, il y a plusieurs provinces comme la Nouvelle-Écosse qui ont finalement demandé à Ottawa d'ajuster finalement le montant reçu par le gouvernement fédéral pour considérer justement la proportion de population âgée sur son territoire. C'est un peu une mesure par la bande pour obtenir du financement additionnel pour contrer un peu les effets du vieillissement de la population sur les dépenses publiques. Bon, ça c'est donc un rôle du fédéral, mais qui est quand même limité. On revient aux provinces, qui sont quand même au cœur du système de soins de longue durée, qui opèrent les systèmes de soins de longue durée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des classements qui existent ou des analyses comparatives? Est-ce qu'il y a des provinces qui se démarquent de façon positive et aussi d'autres qui se démarquent de façon négative? Est-ce qu'il y en a qui font mieux que d'autres? Est-ce qu'on peut tirer des leçons des provinces qui s'en tirent le mieux? Oui, il y a différentes analyses qui existent là-dessus. Si par exemple, on parle vraiment des soins à domicile, au Canada, le Nouveau-Brunswick et puis le Manitoba sont vraiment beaucoup plus des leaders. D'ailleurs, au Nouveau-Brunswick, j'ai fait une étude intéressante avec Christopher Cooper qui compare le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, où on fait une démonstration assez nette à quel point les gens au sein de la fonction publique du Nouveau-Brunswick ont développé un modèle de soins à domicile qui était vraiment institutionnalisé à l'extérieur du ministère de la Santé, qui est aujourd'hui au sein du ministère du Développement social, qui a fait en sorte que vraiment on a une priorisation politique et institutionnalisée très, très forte qui a fait en sorte qu'on dépense beaucoup plus au Nouveau-Brunswick, par exemple, qu'au Québec. Là. Je crois que si on divise l'enveloppe budgétaire de soins à domicile comme étant de l'aide à domicile, donc ce qui est aide au ménage, par exemple, versus des soins plus professionnalisés avec des professionnels de la santé, la proportion de l'aide à domicile du Nouveau-Brunswick est plus grande que vraiment les soins à domicile au Québec par personne en considérant les revenus au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quand même peu dire. Donc, il y a des différences assez notables. L'autre province qui ressort beaucoup pour les soins à domicile là-dessus, c'est le Manitoba, où il y a aussi un historique, un ancrage très, très fort, où on a développé une expertise au sein de la fonction publique. Et puis même, on a vraiment été capable de convaincre les politiciens de passer outre finalement l'opposition. Dans bien des cas, c'est des corps professionnels de médecins, par exemple, qui étaient opposés à ça dans les années 70-80, ce qui a fait en sorte qu'on se retrouvait avec un système où les soins à domicile ont une considération, point de vue politique public, qui est beaucoup plus importante. Et Patrick, évidemment, tu connais très bien la situation à travers le pays, dans toutes les provinces, parce que tu as un livre qui va paraître bientôt à University of Toronto Press, qui peut-être une version française, une traduction un jour, on ne sait pas, mais qui compare donc les politiques du vieillissement dans toutes les provinces canadiennes. Donc, tu as fait le tour du pays, tu as fait des interviews dans toutes les provinces, donc un travail vraiment très systématique. Est-ce que, normalement, des provinces qui se débrouillent bien en matière de soins de longue durée, par exemple, tu parles des soins à domicile, Manitoba, Nouveau-Brunswick, est-ce qu'ils se classent aussi bien dans d'autres domaines des politiques du vieillissement ou ça varie vraiment d'un enjeu, d'un champ à l'autre, même à l'intérieur d'une province? Oui, bien, il y a beaucoup de variations. Hein? Dans certains cas, quand on parle de politique du vieillissement, c'est beaucoup lié aux priorités du premier ministre. Comme par exemple, une des découvertes assez inusitées du livre,
c'est le fait que Ed Stelmach, qui était un premier ministre en Alberta, qui lui venait d'une petite municipalité rurale où ce que le vieillissement de la population était vraiment une réalité frappante pour lui, a fait en sorte que le vieillissement de la population et ses conséquences sur les politiques publiques, c'est un enjeu très, très important pour lui. Donc, c'est pour ça que la Manitoba, même si c'est relativement la province la plus jeune au Canada, a développé tout un plan d'action dans les années 2008-2010, ancré sur le vieillissement, beaucoup de ressources, où ce qu'on dit, ben, c'est quelles vont être les responsabilités de tous et chacun, des individus, des groupes communautaires, du secteur privé, du gouvernement. Donc, il y avait une réflexion quand même assez poussée sur le vieillissement et les conséquences du vieillissement. Donc, malheureusement, cette réflexion-là a perdu un peu des ailes quand on a changé de premier ministre. Ça, c'est un exemple qui est quand même très intéressant de la façon de faire. Au Québec, ce qui nous démarque, c'est le fait que notre secrétariat aux aînés a quand même survécu et puis a cru de façon assez importante. On était entre 25 et 30 fonctionnaires. Donc, si on compare dans les autres provinces, on parle souvent de quelques individus. Donc, il y a un ancrage assez fort. Mais comme dans plusieurs autres provinces où on essaie de bâtir et construire des secrétariats ou des bureaux dédiés aux aînés, ils se retrouvent tous en santé. Donc, ça revient un peu, il y a comme un aimant en santé qui fait en sorte que plusieurs de ces initiatives administratives sont finalement retrouvées comme étant un petit bureau au sein du ministère de la Santé et Services sociaux. Et ça, Patrick, ça nous amène à une autre question importante sur laquelle vous avez travaillé au CREGES et à l'équipe Vie, c'est la médicalisation. Hein, la médicalisation du vieillissement, donc cette domination-là de la santé au sens étroit du terme lorsqu'on parle du vieillissement. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ces travaux-là et de tes réflexions sur la médicalisation et la place des sciences humaines ou sciences sociales, il y a des gens qui aiment un terme ou l'autre, dans les recherches sur le vieillissement, y compris dans le domaine des soins de longue durée. Oui. Bien, évidemment, au CREGES, étant donné qu'on est tous ancrés justement en sciences humaines, la médicalisation du vieillissement, c'est quelque chose qui est souvent mentionné dans les travaux. Donc, en bon politologue, moi, je m'intéresse beaucoup de cette façon-là, savoir en quoi est-ce qu'on peut noter des biais de politique ou des biais budgétaires liés à la médicalisation du vieillissement. Donc, qu'est-ce qui est vraiment frappant au Canada, par exemple? Si on regarde tout ce qui est la recherche, c'est la domination des instituts de recherche Santé Canada, des IRSC, où ce que l'Institut de la santé, l'Institut du vieillissement, est vraiment ancré dans les IRSC. Et puis, la vaste majorité du financement sur les études de vieillissement vont être vraiment en santé. Donc, il n'y a pas beaucoup de diversité si on regarde le type de projet financé. Donc, on parle de l'ordre de 5-6 % de sciences humaines. Mais si on compare ça dans d'autres pays, dans bien des cas, c'est peut-être jusqu'à 20 % des projets sur le vieillissement qui vont être dans les sciences sociales, sciences humaines. Ça, c'est un élément important. J'ai déjà discuté de l'administration du vieillissement. Un autre élément porteur qui montre à quel point il y a une médicalisation du vieillissement assez forte au Québec est le fait qu'on a une perspective au Québec qui est très critique de la gérontologie. Donc, les gens en gérontologie sociale ont cette approche-là qui se distingue beaucoup de la médicalisation du vieillissement sur le continent européen, où ce que eux, finalement, il y a un ancrage social qui est déjà un peu plus fort. Donc, je pense que ça s'explique d'une certaine façon de par la façon dont on organise nos politiques, les priorités budgétaires. Puis aussi, une autre façon où ça s'opérationnalise beaucoup, c'est quand on discute d'autonomie avec les personnes âgées au Québec. Hein, une étude récente qu'on vient de compléter démontre que dans bien des cas, quand on demande aux personnes âgées de définir, de parler de c'est quoi l'autonomie pour eux, on ressort beaucoup d'éléments du test ISO-SMART, qui sont vraiment les critères qui permettent d'accéder à des soins à domicile, aussi utilisés pour les placements en CHSLD. Donc, dans bien des cas, on associe son autonomie beaucoup avec des pertes physiques et des pertes cognitives. Hein, donc, on prend rarement d'éléments sociaux qui font en sorte que c'est plus difficile d'affirmer son autonomie. Donc, c'est quand même assez surprenant de voir à quel point cet ancrage-là sur le bien-être comme étant un bien-être en santé plus que les autres éléments.
Il y a aussi d'autres impacts qu'on note dans bien des cas sur les soins à domicile. Donc, il y a plusieurs recherches qui démontrent que une perspective plus médicalisée va mettre beaucoup plus d'emphase sur la réhabilitation plutôt que de programmes pour appuyer les proches aidants ou les services sociaux offerts aux personnes âgées. Et tout ça, c'est important de garder en lumière que il y a de plus en plus d'études qui démontrent qu'une réorientation des dépenses de santé vers les services sociaux aurait des effets bénéfiques autant sur le plan social qu'en santé. Ça, c'est une étude canadienne récente de 2018 qui le souligne dans le contexte canadien. Patrick, on va bientôt prendre les questions et des gens peuvent écrire leurs questions. J'ai déjà 2 questions donc, qui sont là. Les gens ne vont pas apparaître à l'écran, ils écrivent leurs questions et moi, je vais les lire. On ne fait pas apparaître les gens à l'écran en partie parce que ça va être mis sur Internet. On n'a pas demandé la permission à tout le monde s'ils peuvent apparaître comme ça dans l'enregistrement. Mais je vous invite à écrire vos questions et je vais les poser à Patrick. Mais avant de procéder sur quand on parle de la COVID, l'Académie française dit que c'était féminin, donc la COVID, même si c'est un virus, mot masculin. Donc, la COVID, ça sert de révélateur, comme je l'ai dit plus tôt, mais toi, ta réaction à la crise au Québec et dans les autres provinces, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surpris ou ça fait simplement confirmer les lacunes qui existaient dans le système? Et aussi, deuxième question qui est liée à ça, est-ce qu'on peut tirer des leçons de la crise COVID-19 pour améliorer les soins de longue durée? Autant les soins à domicile que les soins institutionnalisés. Donc, premièrement, c'est quoi ta réaction face à la crise? Est-ce qu'il y a eu des surprises ou c'est des choses à laquelle on pouvait s'attendre compte tenu de la situation qui existait avant la crise? Mais aussi, est-ce que cette crise-là nous aide à mieux comprendre peut-être des façons ou à mieux saisir des façons d'améliorer le système pour éviter qu'une crise semblable se reproduise avec autant de morts, vraiment une situation catastrophique? Très bonne question. Mais c'est difficile aussi. Il faut déjà mettre en parenthèse que tout ce que je veux dire, c'est vraiment au moment actuel. Hein. Donc, on ne sait pas s'il va y avoir une première vague élargie finalement qui fait en sorte que des provinces qui actuellement font bien vont peut-être moins bien faire dans quelques mois. On ne sait pas aussi ce qui va arriver dans une deuxième vague. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et puis, c'est certain que la façon dont les provinces ont mis en œuvre des politiques concernant la crise, ça va être quelque chose qui va être débattu pendant très longtemps. Mais déjà, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui ressort? Moi, un peu, si on continue avec le Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qui est sorti beaucoup, surtout à la lumière du reportage qu'il y a eu dans l'actualité, où on discutait en long et large, hein, qui était présent dans la salle. Donc, c'était la ministre Santé et Services sociaux, Dr Arruda, et puis aussi François Legault et quelqu'un d'autre de son cabinet, puis d'autres personnes en communication. Ça m'a frappé beaucoup quand on lisait un peu ce qui s'est passé, la façon dont ça a été fait au Nouveau-Brunswick, où ce qu'on avait la ministre du Développement social, où ce que sa priorité à elle, c'est les soins de longue durée. Puis il y avait aussi un ministre de la Santé, Conseil du Trésor, ministre, qui ont évité les leaders parlementaires des autres partis politiques. Fait que déjà, dès le début, la façon dont ça s'est établi au Nouveau-Brunswick, les soins de longue durée ont été vraiment mis de l'avant comme étant un élément qu'on doit vraiment tenir compte de très, très près. Aussi des bonnes leçons, je crois, de la Colombie-Britannique qui, de son côté, a un peu bénéficié du fait que l'État de Washington, c'était vraiment l'endroit où il y a eu la première éclosion aux États-Unis. Ça s'est fait aussi dans le foyer de soins de longue durée. Et aussi qui a fait en sorte qu'eux, dès le début, hein, on a ajusté la compensation financière. Finalement, tous les employés, qu'ils soient du privé ou du public, sont de facto devenus employés du gouvernement avec une rémunération, je pense, de 24,90 $. Et puis, on les a empêchés d'aller ailleurs tout en garantissant finalement leur salaire. Donc, je pense que c'est certain que
c'est plus facile de ressortir ce type de leçons-là après les faits, là. Mais c'est certain que depuis les gens analysent qu'est-ce qui s'est passé au Québec, on revient souvent sur le fait que finalement avoir adopté cette politique d'emblée a probablement sauvé beaucoup de vies. Deux dernières questions avant qu'on passe aux questions du public. Une question que tu as effleurée, c'est celle des conditions de travail, donc des employés dans les CHSLD et les autres institutions similaires dans les autres provinces. Il y a eu un débat quand même sur le fait que, souvent ils ont un statut précaire, les salaires, le fait que parfois ils doivent travailler dans plusieurs institutions en même temps, ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour ce qui est de la propagation du COVID-19. On s'en est aperçu durant la crise ici au Québec et ailleurs. Est-ce que tu penses que ça va... il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer le statut de ces travailleurs-là? Parce qu'il y a beaucoup de femmes et aussi de minorités visibles dans ce secteur-là, qui travaillent dans un secteur qui semble être sous-valorisé. Comment est-ce qu'on peut valoriser ce secteur-là? Évidemment, on peut donner plus d'argent, mais est-ce que ce serait possible de le réguler davantage? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions de travail de ces employés-là qui, en retour, pourraient offrir peut-être de meilleurs services, services aux personnes âgées? Donc, les préposés, est-ce que les préposés pourraient vraiment jouer peut-être un rôle plus important, avoir un meilleur statut? Est-ce que ça pourrait améliorer la qualité des soins? Oui, bien, en effet, il y a plusieurs enjeux qui vont au-delà de la compensation financière. D'ailleurs, même dans plusieurs entretiens, on comparait finalement la façon dont on les traitait avec finalement les conditions de travail des gens dans l'industrie du fast-food. Donc, déjà, en partant, ce n'est pas nouveau cet élément-là. Et puis, comme tu le dis, Daniel, je pense que c'est 50 %, une étude récente démontre que 50 % de préposés aux bénéficiaires en CHSLD Bon, Patrick est gelé. Ah oui, tu reviens, Patrick. Oui, tu peux continuer. Oui, pardon. Et puis, mais c'est certain que un autre élément important, ce sont les préposés aux bénéficiaires en CHSLD qui font jusqu'à 75 à 80 % des soins dans la vie quotidienne des personnes en CHSLD. Mais à plusieurs niveaux, ils n'ont pas beaucoup de discrétion sur la façon dont ils peuvent gérer leur corps de travail. Ils n'ont pas aussi beaucoup d'input sur la façon dont sont gérés les CHSLD. Ils sont aussi marginalisés vis-à-vis des autres corps professionnels en santé qui, eux, ont une association normalement où on fait beaucoup aussi d'autorégulation de la profession. C'est quelque chose qui n'arrive pas avec eux. Et puis, dans bien des cas, il n'y a pas vraiment d'opportunité d'avancement aussi au-delà de la profession. Donc, ce qui fait en sorte que ce sont plusieurs des éléments qui contribuent à maintenir un statut plutôt marginal, mais aussi qui est aussi important de reconnaître qu'on se retrouve un peu dans un cercle vicieux où la tendance lourde, c'était justement de réduire le temps de formation pour justement pallier aux carences de main-d'œuvre, mais ce qui a aussi l'effet inverse finalement de complexifier plus l'emploi, qui risque de mener encore beaucoup plus de stress au travail. Donc, tout ça fait en sorte que c'est très difficile à négocier dans le long terme. Oui, tout à fait. Il y a des défis importants à ce niveau-là. Une autre question centrale, je pense, dans le débat actuel, dans le contexte de la crise de la COVID concernant les soins de longue durée, c'est la dichotomie public-privé. Par exemple, au Québec, ici, on a beaucoup parlé du CHSLD Héron, par exemple, qui est privé. Mais le Québec, une proportion quand même assez limitée de CHSLD privés par rapport à l'Ontario, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être mieux réguler les CHSLD privés? Au Québec, même, certains parlent de nationalisation, donc que les CHSLD privés deviennent publics, qu'on prenne le contrôle de ces institutions-là. Mais en Ontario, par exemple, il y en a tellement, ça serait très difficile à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les soins dans le secteur privé en matière de régulation et aussi les inspections?
Parce qu'on le voit souvent, autant quand on parle de CHSLD public que privé, que le régime d'inspection ne semble pas avoir beaucoup de mordants, semble pas très rigoureux, et ça, c'est un problème. Donc c'est quoi qu'est-ce que tu penses de cette question-là, de la dichotomie public-privé et surtout de la façon dont on peut mieux encadrer les CHSLD privés et les organisations similaires dans d'autres provinces? Mm-hmm. Bien, tout d'abord, je crois déjà au Québec, la ministre Blais a déjà annoncé que le gouvernement comptait conventionner les institutions privées non conventionnées, ce qui finalement mettrait, étant donné que les privés conventionnés fonctionnent sur les mêmes balises que les institutions publiques, ferait en sorte qu'il y aurait un genre de nivelage pour tous les CHSLD au Québec. Mais ceci étant dit, c'est important de souligner que la tendance lourde au Canada était vraiment d'accentuer le rôle du privé, et ça partout au Canada, et peu importe la couleur politique. Donc, en Ontario, on a beaucoup plus de CHSLD privés. Aussi en Colombie-Britannique, c'était lié vraiment des gouvernements conservateurs qui ont mis beaucoup plus l'accent sur le privé. Et puis, dans bien des cas, on se retrouve avec des compagnies vraiment à la bourse qui gèrent plusieurs CHSLD et ont connu aussi leur part de difficultés, surtout en Ontario. Mais c'est certain que dans tout ce débat-là, c'est important, on revient un peu quand je parlais des 3 piliers, hein, hébergement, services hospitaliers, services de santé. Donc, d'une certaine façon, on veut assouplir les règles pour que ce soit un peu plus chez soi, que ce soit plus ta résidence, mais d'un autre côté aussi, à la lumière de la COVID et à la lumière aussi du fait que il y a de plus en plus de résidents qui ont des cas qui sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer. On va accentuer un peu l'ampleur des services médicaux qui sont offerts. On a aussi de plus en plus de cas, je pense qu'hier, on a sorti une statistique ou des questions, hein, que le 2/3 des personnes âgées en CHSLD ont des problèmes de démence. Donc, tout ça fait en sorte que c'est très, très, très difficile à naviguer. Et puis, c'est certain que ceux qui ont vraiment, quand on parle public, bien, l'enjeu, c'est d'accentuer les budgets, hein, beaucoup plus. Mais quand on a, comme en Ontario et en Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut hausser les standards, mais c'est certain qu'en retour, on va demander une compensation financière plus élevée de la part de la province. Donc, ça fait en sorte que la dynamique politique est très, très, très différente. Oui, donc une dernière question. J'ai toujours des nouvelles questions à laquelle je pense, mais on a de nouvelles questions qui apparaissent là maintenant, donc on va les poser bientôt. Mais un enjeu qui a été soulevé récemment durant la crise, mais aussi avant, notamment au Québec ici en 2013 sous le Parti québécois, c'est la question de l'assurance de soins de longue durée qui existe dans des pays comme l'Allemagne, la France, la Corée du Sud ou le Japon. Est-ce que c'est une idée qui pourrait nous aider à améliorer les soins de longue durée au Canada? Oui, mais je pense que toute initiative qui vise à sécuriser un budget dédié, je pense aux soins de longue durée, est définitivement une option qui doit être considérée sérieusement. Mais d'un autre côté, il faut penser aussi la méthode dont on va financer cette initiative. Donc, c'est certain que quand on parle des autres pays que tu as mentionnés précédemment, Daniel, ça s'est fait des programmes qui ont été établis il y a une vingtaine d'années. Hein? Donc, si on faisait la même chose dans le contexte actuel, c'est certain que la question d'équité générationnelle serait soulevée très rapidement. D'autant plus parce qu'on a de plus en plus de baby boomers qui sont déjà à la retraite, qui vont bientôt recevoir ces services. Donc, si on va avec une méthode de financement qui contribue, qui est une cotisation sur le salaire travaillé, dans le fond, ça risque de soulever ce type d'enjeu-là. Mais à la base, c'est certain qu'on voit clairement quand même que si on réussit à vraiment sécuriser une enveloppe budgétaire pour le soutien, les soins de longue durée, ça a des effets qui sont très bénéfiques. Mais ceci étant dit, il faut faire attention aussi, ce n'est pas une solution magique, là, donc plusieurs des pays qui ont une assurance soins longue durée font face à plusieurs compressions hein, ces temps-ci.
où ce que finalement, on commence à voir, où ce qu'avant, on ciblait une population très, très large, et là, on restreint de plus en plus pour vraiment commencer à avoir un peu plus, porter plus attention au cas finalement où ce que les maladies chroniques, dans le fond, sont beaucoup plus omniprésentes. Donc, ça n'a pas une solution magique et il faudrait l'envisager, mais évidemment, ça ne réglerait pas tous les problèmes. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Là, on en a au moins 4. Donc, il y a Frank ici qui pose une question. Je vais la lire. Pour une personne atteinte de démence dont les signes vitaux sont bons, est-il possible d'offrir des soins à la maison de façon convenable? Autrement dit, d'éviter les CHSLD. Oui. Excellente question. Hein? Puis ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Il y a plusieurs barrières. Je ne pense pas que les gens réalisent, à moins d'avoir eu une proche finalement qui vit la même situation. Il y a plusieurs barrières pour adapter son logement finalement pour prendre soin d'une personne qui a des problèmes qui nécessitent une intervention en soins longue durée. Donc, dans bien des cas, quand on fait face à la réalité et qu'on décide de peut-être considérer faire des modifications, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, dont le fait que on doit souvent avoir besoin de permis pour faire des modifications à sa maison. Dans bien des cas, ça signifie une perte de valeur dans la vente de sa maison, dépendant des modifications qu'on fait. Il y a aussi l'élément, quand on parle de démence, c'est vraiment voir à quel point cette personne-là doit être supervisée 24 heures sur 24 et dans quelle façon est-ce que la personne aussi peut être présente de cette façon-là. Donc, tout ça soulève plusieurs questions, puis aussi, évidemment, la disponibilité des services dans votre quartier, là, qui fait en sorte que cela va avoir une grosse influence, une incidence sur ce qui peut être offert pour soutenir la personne, pour s'assurer vraiment qu'elle a tous les services requis. Puis aussi, il faut aussi mettre d'emblée, de plus en plus, c'est certain que la crise de la COVID fait en sorte que moins de personnes vont devoir aller en CHSLD. Et puis, on a plusieurs reportages très négatifs sur les CHSLD déjà dans les médias. Donc, dans bien des cas, c'est pas vraiment... il n'y a pas vraiment un choix entre des fois à la maison et le CHSLD. Dans bien des cas, quand on se retrouve qu'on doit aller à la CHSLD, c'est parce qu'on a des besoins quand même qui sont très, très, très importants qui ne peuvent pas être comblés à la maison aussi. Je pense que quand même si on développe un super système de soins à domicile, il va toujours avoir de la place pour les CHSLD. Donc, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut maximiser finalement la période de soins à domicile et puis minimiser finalement la période en CHSLD ou le nombre de personnes qui se retrouvent en CHSLD. Merci, Patrick. On a une question de Mirella ici. Nous parle des préposés aux bénéficiaires. Il y a la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec qui représente ces préposés. Est-ce qu'ils sont à la table de la ministre Blais? Est-ce qu'ils sont vraiment consultés? Quel est le rôle de cette organisation-là en relation avec le gouvernement du Québec? Oui, mais là, j'aimerais le savoir, mais je ne sais pas plus que vous. Hein? Mais moi, mon propos faisait référence plus dans une vision globale. Dans ce cas-ci, c'est que le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires aussi doit s'attaquer et compétitionne, dans le fond, pour l'attention avec les autres ordres professionnels, que ce soit en travail social, que ce soit la Fédération des infirmiers et infirmières, le Collège des médecins, et puis que traditionnellement, dans ces débats politiques-là, c'est certain que malheureusement, les préposés aux bénéficiaires sont souvent en bas de l'échelle. Donc, ils n'ont probablement jamais eu autant d'attention que dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail pour s'assurer qu'on conserve ce momentum, hein, pour s'assurer aussi que cette reconnaissance va aller au-delà des préposés bénéficiaires en CHSLD. Moi, ce qui m'alarme beaucoup, c'est les derniers reportages récents où on a des gens qui travaillaient dans les ESSAD, par exemple, des entreprises d'économie sociale d'aide à domicile, qui maintenant quittent leur emploi pour aller suivre la formation de données proposées aux bénéficiaires parce que maintenant, il y a un écart de 10 $ de salaire entre les deux. Donc, il faut s'assurer que c'est l'ensemble des bénéficiaires qui reçoivent des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions salariales.
Et puis s'assurer finalement finalement, on ne déshabille pas les soins à domicile pour rhabiller les CHSLD. Donc, on peut dire que la crise actuelle, quand même, pourrait aider ce groupe professionnel-là, ou occupationnel, si on veut, là, pourrait quand même aider les préposés aux bénéficiaires à mieux s'organiser, surtout avoir une voix plus forte à la table avec les autres, mais qu'il y a une compétition donc entre différents groupes et que, historiquement, en tout cas, la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec et d'autres organismes semblables dans d'autres provinces là, sont relativement faibles par rapport à, disons, aux organisations qui représentent les médecins ou les infirmières. Oui, et sur ce, peut-être un des éléments, un des rares éléments positifs de la crise, en discutant avec quelques gestionnaires, justement, de mon CIUS, on dénote quand même, il y a eu une meilleure reconnaissance de l'apport des préposés aux bénéficiaires. C'est un éveil aussi, je pense, pour plusieurs ordres de professionnels, surtout ceux qui œuvrent habituellement en milieu hospitalier, qui se sont retrouvés en CCLD. Je pense qu'il y a une meilleure reconnaissance, un éveil aussi de l'ampleur du travail qui est fait par les préposés aux bénéficiaires. Et on espère finalement que c'est quelque chose qui va se reproduire dans le temps. Parfait. D'autres questions qui arrivent. Donc, Ginette nous demande que faut-il penser de l'intention annoncée par le gouvernement du Québec de nationaliser, entre guillemets, ou acheter les CHSLD privés conventionnés et non conventionnés? C'est une question que tu as mentionnée plus tôt, mais toi, est-ce que tu penses, je ne veux pas te mettre un peu sur la sellette, là, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne décision, ce qui est en train de se faire en ce moment? Bien, je pense que dans le contexte actuel, s'ils décident de tous les conventionner, faire en sorte que de façon dont ça fonctionne, c'est très, très, très similaire. Parce que l'enjeu, c'est l'enveloppe budgétaire, elle peut être augmentée ou haussée. Donc, je pense dans une perspective où ce que dans l'immédiat, on pense à hausser le nombre de places le plus rapidement possible. Donc, les conventionner, et tout en le laissant dans le privé plutôt qu'essayer de les acheter. Puis, d'un autre côté, en construire d'autres dans le public est probablement une stratégie plus efficace. Mais ceci étant dit, c'est une question de priorité politique. Hein? Donc la barre n'est pas si haute qu'au Québec, si on voulait vraiment les nationaliser, je pense que ça pourrait être fait. Mais c'est une décision du gouvernement à considérer ou non. Là. On va vous laisser discuter ça avec la ministre Blais, peut-être en privé. Bon, une autre question de Stéphane. Au sujet de notre article dans Options politiques, hein, que d'ailleurs Blair partagé. Donc, si vous allez voir, là, vous pouvez avoir le lien avec l'article qui est disponible en ligne gratuitement. Il nous dit, bon, vous terminez votre article en faisant référence à l'hégémonie des structures administratives centralisées si évidentes au Québec. Simplement, afin de mieux comprendre la réalité québécoise, est-ce que cette centralisation administrative dont vous faites mention distingue le Québec au sein du Canada? Et si c'est le cas, si c'est vraiment comme ça au Québec et que c'est moins le cas ailleurs, comment on explique cette différence-là et pourquoi elle perdure? Mm-hmm. Bien, dans bien des cas, partout au Canada, on a un peu le même phénomène que nous. Là, il y a une centralisation, on décentralise. Hein, donc, on a eu des transformations en CIS et en CIUS ailleurs au Canada. Et dans certains cas, on a redémantelé ce genre de structure. Donc, au point de vue de la structure en santé, c'est assez similaire. Mais encore une fois, le Nouveau-Brunswick se démarque parce que ça domine plus dans le domaine social, puis on donne plus de responsabilités sur le terrain. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, plusieurs CHSLD ont un conseil d'administration. C'est vraiment des gens de la localité qui sont impliqués à l'intérieur. Donc ça, je pense que ça fait une différence quand même assez importante. Puis si on regarde dans une perspective plus internationale encore, c'est certain que s'il y a une loi de générosité, puis je mets ça entre guillemets ici, une loi sur la générosité en soins de longue durée, c'est plus on se rapproche du local, plus on rapproche les pouvoirs administratifs et les pouvoirs budgétaires de la localité, du niveau local, plus on est généreux.
normalement. Donc, il y a une corrélation assez forte. Et puis, qu'est-ce qui est frappant au Canada vis-à-vis d'autres pays dans le monde, c'est le fait que nous, au niveau municipal, l'implication des autorités municipales dans le soin de longue durée, c'est minime, c'est quasi non existant. Et là-dessus, il y a des différences un peu à travers le pays, où que, finalement, par exemple, les municipalités en Ontario ont plus de pouvoir, plus de moyens budgétaires, par exemple, que les municipalités au Québec. D'ailleurs, je pense que 16% des CHSLD sont la propriété d'une municipalité en Ontario. Donc, dans certains cas, c'est plus des petites villes. C'était un peu, ça reflète une réalité historique, là. Donc, il n'y a pas une expansion des CHSLD qui sont créés par les municipalités en Ontario, mais peut-être quelque chose à considérer de leur côté. Oui, tout à fait. L'aspect local, municipal est important dans le débat. Ici, on a une autre question plus générale de David qui nous demande avez-vous des pistes de réflexion sur les racines sociales ou professionnelles de la tendance au Canada à médicaliser le vieillissement qui nous distinguerait de l'Europe? Donc, pourquoi, en fait, c'est quoi les racines de cette médicalisation-là? C'est une excellente question. Il me pose beaucoup de réflexions. Ça pourrait être même l'objet d'un colloque. Mais je crois que la grande différence, si je veux faire vraiment une approche d'institutionnalisme historique, c'est le fait que finalement notre système de santé a été fait à la base sur le modèle d'assurance médicalisation de la Saskatchewan qui était vraiment ancré sur l'hôpital et services médicaux, qui après ça a été adopté à l'ensemble des autres, à la grandeur du pays, dans le fond. Alors qu'ailleurs, on a eu des modèles beaucoup plus axés sur des services médicaux plutôt que sur l'hôpital, qui fait en sorte que dans bien des pays, on a encore le médecin qui vient à domicile. La manière que c'était ancré, formulé, fait en sorte que, point de vue historique, on se retrouve avec on dit des sentiers divergents de politique. Hein? Et puis ça, je pense, ça explique beaucoup ces différences-là. Un autre élément important, c'est justement le fait que dans un contexte historique, on n'a pas donné beaucoup de pouvoir d'intervention sociale à nos municipalités. Puis ça fait en sorte que c'est difficile de compter sur eux comme partenaires. Donc, au Québec, vraiment, si on regarde dans un contexte historique, c'était vraiment les CLSC qui ont été construits comme étant notre antenne de services sociaux, locaux. Et puis finalement, à force de centraliser, ils ont perdu beaucoup de leurs caractéristiques. Puis aussi, quand on aussi en accentue plus la santé, il y a un pouvoir, on met beaucoup l'accent sur l'uniformisation des services, ce qui finalement va un peu à l'encontre même de la raison d'être de ces structures au niveau local. Donc, cette tension-là explique aussi, d'après moi, beaucoup la raison pour laquelle on se retrouve avec les enjeux qu'on a actuellement vis-à-vis d'autres juridictions dans le monde. Oui, merci. Très intéressant. Surtout le point concernant le fait que notre système d'assurance maladie au départ était hospitalo-centrique, si on veut. Oui. Hein, on a commencé avec l'assurance hospitalisation, ensuite l'assurance maladie, mais avec des médecins qui étaient vraiment comme travailler à contrat, y compris dans les hôpitaux. Donc, c'est intéressant sur le plan historique de voir que ça peut peut-être être lié à la façon dont notre système d'assurance maladie s'est développé. Ça, c'est très intéressant. On a d'autres questions. Les gens sont curieux et c'est très bien. Donc, Ariane, qui demande, par rapport aux pays qui financent davantage les soins de longue durée, donc c'était sur le graphique plutôt, là, mais Pays-Bas, Finlande, Norvège, avez-vous l'impact de ce financement sur les soins sur le terrain et comment ce financement est utilisé? En bref, qu'est-ce qu'on pourrait copier de ces pays, là, ceux qui dépensent le plus, pour améliorer les soins de longue durée? Et je rajouterai une autre question. Hein? Est-ce que ces pays-là, parce qu'ils dépensent plus, font mieux en termes de résultats, en termes de qualité de vie des personnes âgées, etc., etc.? Oui, bien, si on regarde les données globales, c'est certain qu'ils font mieux. Donc, sur plusieurs niveaux, peu importe les données qu'on utilise.
Mais la manière peut-être de répondre à votre question, c'est de penser d'une façon plus systémique. Et puis, c'est un élément qu'on n'a pas discuté. Un peu, si on regarde un point de vue d'économie politique, l'approche dans plusieurs de ces pays, c'est vraiment de maximiser le nombre de personnes aussi sur le marché du travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On formalise l'informel, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des gens que tu peux avoir un emploi bien rémunéré en offrant des soins de longue durée, que ce soit à domicile ou en institution. Et puis, d'un autre côté, on pense au fait qu'en offrant ces soins-là, les offrant de façon le plus large possible, on libère du temps de gens qui restent sur le marché du travail. Donc, c'est pour ça, si on regarde les analyses, surtout au Québec, du Conseil du statut de la femme, les analyses sont excellentes là-dessus et ont vraiment une vision globale parce que c'est vraiment une question d'économie politique genrée, parce que dans bien des cas, au niveau informel, ce sont en grande majorité des femmes. Au point de vue d'offrir des services, ce sont en grande majorité des femmes. Et plusieurs de ces emplois-là qu'on offre actuellement sont quand même des conditions de travail qui sont, dans certains cas, très précaires ou dans d'autres cas, peu valorisées, moins bien rémunérées. Donc, si on y pense dans une perspective où ce qu'on offre plus de services formels, dans bien des cas, ça permet un attachement plus solide sur le marché du travail, surtout pour les personnes qui sont susceptibles de devoir soit réduire le nombre d'heures travaillées, soit refuser peut-être des promotions, surtout dans la cinquantaine, pour étant une personne qui travaille dans le domaine des retraites. Cette promotion-là dans la cinquantaine a un effet quand même très bénéfique sur votre fonds de retraite. Hein? Donc, les conséquences ne s'arrêtent pas au point de vue financier maintenant, mais vraiment, ils se prolongent dans le temps. La même chose si vous décidez d'aller à temps partiel. Donc, une perspective, je pense, plus globale qui doit être considérée quand on discute ce genre de questions-là. L'autre élément aussi qui est très important, qui les distingue beaucoup, c'est justement le fait où il y a plus de marge de manœuvre sur le type de soins qu'on peut offrir quand on vraiment décide de décliner ça plus au niveau municipal. Donc, finalement, le fardeau administratif pour recevoir les soins va être différent, mais beaucoup plus malléable. Puis aussi, à l'intérieur de cette structure-là, il y a des possibilités d'avancement pour, par exemple, les gens qui sont en travail social, remplir des fonctions de gestion. Donc, en bout de ligne, c'est vraiment un service conçu, opérationnalisé par des gens en travail social qui reportent à une direction de gens en travail social, ce qui est très différent de finalement la façon dont nos services sont organisés. En tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps, tout ça, mais c'est la réponse courte que je peux vous offrir. Merci, merci. On a d'autres questions, alors on va essayer de répondre à toutes les questions. Donc, d'après vous, d'une question d'Isabelle, d'après vous, en quoi les nouvelles maisons des aînés annoncées par le gouvernement du Québec se distingueront des CHSLD actuels, hormis peut-être la taille ou l'architecture, etc.? Oui. La façon de leur design, c'est certain, c'est construit comme étant un environnement beaucoup plus, qui se rapproche plus finalement d'un chez-soi que des CHSLD. D'un autre côté, il y a un coût à ça aussi. Donc, il y a un choix politique qui a été fait. Là, donc, en misant sur la maison des aînés, ce sont des places qui vont coûter beaucoup plus cher que des places en CHSLD. Je pense que ça, on en discute moins dans les débats, dans les médias. Mais c'est certain que sur ce côté-là, c'est vraiment une amélioration vis-à-vis ce qu'on a en CHSLD, du moins en ce qui concerne l'environnement des résidents. Ton micro est sur Daniel. Oui, pardon. Donc, je regarde ici, on a encore deux. On a une question et un commentaire. Donc, je vais commencer avec la question de Frank et après ça, on va passer à un commentaire de François. Donc, quand on parle de CHSLD, on pense en général aux besoins essentiels, nourrir, laver, donner les médicaments. Peut-on s'attendre à une plus grande emphase, un plus grand accent donc, sur les services de soins de soutien mental,
solitude, sentiment d'abandon, dépression, pour les aînés qui vivent le traumatisme de quitter leur environnement domiciliaire. Oui, là, on parle de transition de la maison à CHSLD ou on parle spécifiquement de la COVID? Ou... C'est la question, en fait, entre quand on pense aux séances CHSLD. Donc, c'est un peu l'équilibre entre les besoins essentiels, donc nourrir les gens, les laver, leur donner les médicaments d'un côté et le soutien psychologique de l'autre. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un accent plus grand à l'avenir sur les soins psychologiques plutôt que sur cette question des besoins essentiels? Bonne question. Ça va être à suivre. Là, on sort beaucoup de mon champ, là. Mais ça revient de la façon dont un politologue analyserait ça. Ça serait justement voir jusqu'à quel point il y a eu une hausse de ce type de service qui est offert. Comme dans bien des cas, il y a toujours des fois des nuances à apporter, de voir de quelle façon on articule et on déploie les ressources du système de santé. Ça va être très intéressant de voir comment on le fait dans le contexte de la COVID. Mais c'est certain, déjà en contexte de CHSLD, puis ça, c'est un des chapitres qui est fait par notre expert au CREGES, Valérie Bourgeois-Guérin. À plusieurs niveaux, quand on se retrouve en CHSLD, c'est un deuil. Hein? On fait un deuil de son environnement familier, on fait un deuil de sa maison, on fait un deuil des fois de ses voisins, de ses amis, dépendant qu'ils vont visiter ou pas. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y ait des besoins particuliers qui s'ajoutent pour aider les personnes qui font des transitions en CHSLD. Merci. Donc, une nouvelle question avant que je passe aux commentaires. Les gens sont vraiment curieux. C'est bien de voir toutes ces questions. Questions très intéressantes. Donc, j'ai perdu mon écran ici. Oui. Donc, question de Ginette. Les CLSC pourraient-ils retrouver leur rôle communautaire et sociaux par rapport aux services médicaux dans le contexte politique actuel? Donc, ça, c'est une question concernant le Québec sur les rapports entre les CLSC et les services médicaux de façon plus générale. Oui, bien, c'est certain qu'il y a des pressions politiques pour le faire, beaucoup de critiques qui ont été formulées envers les CIS et les CIUS, puis aussi en ce qui a trait vraiment la façon dont on a fait plusieurs réformes au sein même de la direction de santé publique qui a eu des effets assez néfastes. Mais là-dessus, c'est vraiment une question qui relève du domaine politique, là. Mais quand on parle d'un retour au CLSC, on retourne 2 réformes à l'arrière. Hein? Donc, ça devient de plus en plus difficile. Donc, dans bien des cas, plusieurs CLSC, maintenant, si on regarde une carte, nous, on a fait un travail dans différentes régions, là. Certains CLSC sont très, très, très démunis. Ils n'ont pas la capacité, finalement, de retrouver un peu les conditions d'antan. Mais c'est certain qu'il va y avoir plusieurs pressions pour, je pense, renforcer un lien local un peu plus fort. Là. Et puis, c'est certain que si on parle à plusieurs organismes de personnes âgées, on souhaite un peu plus de services et de soutien qui reflètent des priorités plus locales que régionales ou nationales. Merci, Patrick. Donc, le commentaire qui vient de François Bélan, je mentionne son nom de famille pour dire qu'on n'a pas de lien de parenté, mais quelqu'un qui est très connu dans le domaine de la recherche sur les soins de santé. Donc, dans votre discours, les approches gérontologiques sont opposées aux approches gériatriques, l'institutionnalisation des soins de longue durée aux institutions médicales. Mais pour la personne âgée qui nécessite des soins de longue durée, la séparation de sa condition physique, cognitive et mentale, de ses incapacités fonctionnelles et de l'importance de ses proches est purement artificielle. Il y a une simultanéité de conditions. Les séparations entre santé et services sociaux correspondent à des intérêts corporatifs et institutionnels qui n'ont aucune réalité chez les personnes, les premiers intéressés, donc les personnes âgées. Au lieu de repenser les régimes depuis les intérêts des professions, des institutions,
il vaut mieux faire reposer les réorganisations sur la dynamique des besoins des premiers concernés. Donc, la question, ou en fait le commentaire, c'est sur l'idée que certaines des distinctions dont tu as discuté là, sont artificielles et en fait que pour réformer le système, il faudrait partir donc de la dynamique des besoins des personnes âgées et non de ces catégories plus générales entre approche gérontologique et approche gériatrique. Donc, j'aimerais en connaître tes réactions. Oui, bien, c'est certain que dans la réalité, je suis tout à fait d'accord sur le fond, qu'en bout de ligne, les services gériatriques sont complémentaires avec les services sociaux. Mais je pense que là où on diverge un peu, c'est que c'est faux de penser que c'est seulement organisationnel, parce que dans une perspective de politique publique, ce que les gens vont recevoir, la personne avec laquelle ils vont interagir, ça vient justement du fait de cette organisation de services-là et de priorisation de politique publique. Et puis aussi, c'est un élément qui ressort quand on regarde, on discute avec les personnes âgées, c'est qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont comme besoin, hein, ou c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut leur fournir comme soutien. Dans bien des cas, on va carrément vous dire les besoins qui sont déjà existants dans les politiques publiques. Donc, il y a un élément que la présence de programmes, dans bien des cas, façonne la façon dont nous, on va articuler nos propres besoins. Donc, dans ce cas-ci, cette différence-là, elle n'est pas artificielle. Mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord là, que il y a un arrimage des deux qui doit être fait. Puis, à plusieurs niveaux, ça, j'explore ça plus en profondeur dans mon livre. Tout ce qui est vraiment la spécialité de la gériatrie comme telle, elle est elle aussi marginalisée au sein du corpus de la santé. Là. Donc, à plusieurs niveaux, je pense que ce qui ressort un peu plus, c'est le fait qu'il y a un âgisme qui est quand même présent à plusieurs niveaux, qui affecte beaucoup la façon dont, non seulement la façon dont on organise les services, mais l'ampleur et la générosité des services qui sont offerts. Mais ça me ferait plaisir avec François d'en discuter plus longuement un autre moment. Là. Peut-être en discuter en compagnie de la ministre Blais et d'autres. Donc, ce serait un débat public intéressant. Ce n'est que partie remise. On doit maintenant ajourner nos discussions. Mais merci beaucoup, donc, Patrick Marié, directeur scientifique du CREGES et professeur à l'Université Concordia dans le département de sciences politiques. Merci de des commentaires, de tes réflexions. Merci à Blair Elliott, qui peut réapparaître à l'écran si elle veut, qui s'est occupée de nous, pas non seulement de faire la présentation au départ, mais aussi de tout l'aspect technique de ce webinaire. J'aimerais aussi vous remercier, les gens qui sont encore là, les gens qui sont venus discuter, poser beaucoup de questions, même émettre des commentaires. Je trouve ça vraiment excellent. On a fait ça 2 jours d'affilée, une fois en anglais, aujourd'hui en français. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus sur notre institut, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a une page Facebook. On est aussi sur Twitter. Sur Twitter, c'est MISC, M-I-S-C-C-A-N. MISCAN, M-I-S-C-C-A-N. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Et vous pouvez aussi recevoir nos courriels. Vous n'avez qu'à nous écrire et on va vous mettre sur notre liste. Et vous allez pouvoir recevoir de nos nouvelles régulièrement dans votre boîte aux lettres électronique. Donc, c'était notre dernière activité avant la rentrée en septembre. On va avoir beaucoup d'événements cet automne qui vont être tous virtuels et on va annoncer ça évidemment sur notre site web aussi. Vous n'avez qu'à trouver ça sur la page, donc notre page sur le site web de McGill. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon été. À toi aussi, Patrick, un bon été. Merci. Et profitez du beau temps. Et puis, j'espère donc qu'on va pouvoir tirer des leçons de la situation actuelle qui est vraiment tragique dans bien des cas pour essayer d'améliorer le système des soins de longue durée au Canada. On a beaucoup de travail à faire, hein, Patrick? Oui, en effet. Merci. Merci Au beaucoup. revoir.